Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, quelque chose à vous lire. Aujourd'hui, je vais laisser la parole, enfin plus exactement, donner la parole à travers ma voix à Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, c'est un philosophe, il enseigne, il est maître de conférence à la fac d'Aix-Marseille, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Et il travaille sur notre rapport au vivant. Ce qui nous relie au reste de ce que l'on a appelé la nature. Donc c'est quelqu'un qui travaille autour des concepts qui ont été développés par Philippe Descola sur la question de la nature et de la culture, de la perception du monde par les différents peuples qui occupent la Terre. Et de ce travail, il apparaît clairement que notre civilisation occidentale est très coupée de ce que nous appelons la nature. De l'autre côté de nous, à l'extérieur de nous, et que nous utilisons à des fins de consumérisme, à des fins de loisirs, mais avec laquelle nous ne partageons plus cette identité commune que nous avons, qui est d'être vivants sur ce même territoire. Et c'est cette question-là qu'interroge Baptiste Morisot au fil de ses ouvrages. La lecture que je vais faire aujourd'hui est un chapitre de ce livre sur la piste animale. Alors, dans cet essai, Baptiste Morisot, pour joindre la pensée à l'acte, est parti se faire pisteur de loups notamment. Il l'a fait aussi avec d'autres animaux, mais le pistage des loups est une activité qui lui a appris beaucoup sur la façon dont on pouvait se rendre réceptif aux indices qui nous parlent de la vie animale. J'ai choisi de vous lire ce chapitre qui s'intitule Les signes du loup, parce que justement il y évoque sa première rencontre avec un loup. Et je trouve ce texte très intéressant. C'est l'histoire d'une nuit. Un 24 juillet, je crois. C'est une nuit au troupeau. Nous sommes deux, venus conjointement pour tenir le loup loin des brebis et comprendre le moment critique, le drame nocturne où le loup entre en conflit avec les sociétés humaines quand l'animal sauvage attaque l'animal domestique. C'est en dialoguant avec le berger que l'idée est venue. Pourquoi ne pas aller passer quelques nuits au troupeau pour faire acte de présence, pour servir à quelque chose et pour faire l'expérience de ce qui se passe à l'origine du conflit qui anime aujourd'hui tout le corps social concernant le retour du loup. Nous suivons le troupeau de moutons sur le plateau de Canjoer. Il abrite une ou plusieurs meutes très meurtrières à l'égard des ovins. Les conditions écologiques, historiques et pastorales catalysent les attaques. Canjoer est un camp militaire interdit aux civils avec bombardement et passage de tanks. On marche en entendant les détonations des obus dans une nature vidée d'humains. Au loin, les villages fantômes. De ce désert, la faune renaît avec une vigueur explosive. Nous nous arrêtons sous une crête, face au sommet de Mieror. Il est 22 heures. Nous montons la tente dans un silence parfait, communiquant avec les signes de la langue amérindienne, les lèvres justes pour sourire. Bonne rigueur. Je reste dehors jusqu'à 1 heure en compagnie d'une lune rousse au-dessus du troupeau de quelques 1200 brebis rustiques adaptées à la rigueur du climat. La pauvreté du sol et la chaleur du jour exigent que les brebis pâturent toute la nuit. Les grands troupeaux, mobiles comme des volées d'étourneaux, sont alors à la merci des prédateurs. Abois sporadiques des chiens de protection, 7 bâtards de patous et de bergers d'Anatolie, et puis calme. Je m'installe dans mon duvet. Je ressors à 3h30 car les chiens de protection hurlent en continu. Ils se défendent. Ils sentent qu'il est là. Ils font front autour du troupeau. Je descends en silence sur le coteau vers les bêtes, la lampe éteinte à la ceinture. J'ai choisi ma voie pour être sous le vent du troupeau. Les lavandes sentent fort. La lune dans mon dos crache une belle lumière nette. Le cri des chiens fait monter une certaine crainte mêlée d'adrénaline. Je m'arrête quelques centaines de mètres au-dessus du troupeau, la bouche ouverte pour mieux saisir les sons alentour, immobile et sans lumière. Plusieurs minutes.
C'est là que j'entends quelque chose qui monte sur moi. À la course dans la pierraille, à l'oblique, croisant ma trajectoire quelques dizaines de pas devant. Je tressaille en imaginant un patou excité par le conflit. Je connais ces histoires de chiens de protection arrachant le bras d'un vétérinaire compatissant. Je le vois d'abord courir à l'oblique, à 60 pas. Il est gris anthracite, à la lumière de la lune, assez uni. Ses épaules roulent puissamment, comme je ne l'ai jamais vu chez un chien. Il est très long, il a la queue basse et très droite. Il dégage une puissance lucide de fauve. À 40 pas de moi, il s'arrête subitement. Il a senti ma présence. Il tourne la tête vers moi. Il me fixe 2 longues secondes, le temps qu'il me faut pour dégainer la lampe dans ma ceinture. Je lui envoie une giclée de lumière au visage qu'il détourne avant que les rayons ne l'atteignent. Il jaillit vers un bosquet. Je le charge, puis j'oblique ma course pour couper la sienne. Je crois, l'effrayer, le faire fuir, l'éloigner du troupeau. Mais je ne suis pas sûr du sens de cet acte très pulsionnel. Je charge peut-être pour ne pas avoir peur. Est-ce qu'il a senti mon odeur? J'étais sous le vent, mais l'air tournait un peu et était faible. C'est ma silhouette dans sa vision périphérique, je crois, qu'il a surpris. Alors il m'a examiné, comme un égal, face à face. Il disparaît derrière un bosquet isolé à l'orée du bois de Goudronne. J'y pénètre. Les taillis sont épais. Je passe sous les frondaisons des pins noirs qui font un sanctuaire. Je fouille quelques minutes. Il s'est volatilisé. Et les sens et la raison prédisent qu'il doit être là. Il n'y est pas. Je réalise que ma conduite est absurde et crée un danger inutile. S'il est tapi ici, il ne sert à rien de l'acculer. Alors je reviens me poser entre le troupeau et le bois. Philippe le berger m'a dit que le loup souvent revenait chercher une bête tuée. Il attend que le troupeau s'en éloigne un peu, et donc que les chiens s'écartent, ou pour retenter sa chance. Il ne réapparaît pas. Il ne pourrait le faire sans bruit, car la pierraille ici empêche tout déplacement silencieux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Le bruit très fort de sa course, c'est un fauve, mais pas un félin. Je roule une cigarette, assis dans les lavandes. Je crains d'être arrivé trop tard. Il semblait remonter du troupeau. Il faudra attendre le jour pour voir les dégâts. J'aurais dû venir plus tôt. C'est dérisoire au regard de l'intensité des attaques ici, mais je serais content si j'avais contribué à apporter une nuit de paix aux brebis. Les chiens se calment enfin. Ils se sont séparés aux extrémités du troupeau et vont aboyer sporadiquement toutes les 5 minutes pour se signifier leur position, se tenir éveillés, se donner du courage. Ils ont fait un travail admirable. Je suis ému dans le noir par leur loyauté paradoxale de gardiens. Cette nuit, ils ont si bien servi cet humain qui les a élevés pour qu'ils protègent leur ancienne proie contre leur ancêtre le loup et obtenir pour récompense de la viande de leur nouveau protégé lorsque les bergers leur donnent la dépouille des bêtes mortes. Il y aurait de quoi devenir fou dans ces jeux d'inversion. Dans la langue des signes amérindiens, le signe pour qualifier le loup consiste en un V du majeur et de l'index de la main droite, partant de l'épaule et avançant de l'oblique vers le ciel. Le signe pour chien est le même V, doigt pointé vers le bas, cette fois, mais il recule à l'oblique, vers l'arrière en sens inverse. Je repense la scène. 4 heures du matin, rencontre avec le loup à 40 pas, d'homme à homme. C'est absurde, mais la première et plus limpide formule qui me vient à l'esprit, par la verbaliser, c'est cela, d'homme à homme. Impression qui devient une énigme à résoudre. Il ne s'agit pas du tout du face-à-face viril que laisse entendre cette formule éculée. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'elle me vienne si spontanément à l'esprit. C'est tout autre chose qui s'intuitionne dans ces 3 mots. Mais quoi? Je ne vois pas son visage, car trop lent à dégainer la lampe. Leçon numéro 1, s'entraîner à dégainer très vite. Leçon numéro 2, il faut une extrême rigueur, avec ascèse et une imprévisibilité, silence et furtivité pour le surprendre. Je ne distingue pas son masque labial blanc, ni vraiment ses oreilles en pointe que je crois deviner. Mais il me regarde. Non, il regarde mon visage. Non,
il me regarde dans les yeux. Brusquement, tu te souviens que tu as un visage. Ce souvenir joue un rôle particulier dans ce sentiment consistant de l'avoir rencontré. Eye contact avec le loup. Énigme philosophique. Pourquoi certains animaux nous regardent-ils spontanément dans les yeux? S'ils pensaient que nous sommes des corps mus par des forces physiques, des pierres chutant, des arbres, ou bien s'ils ne pensaient pas, ils poseraient leur regard indépendamment sur toute la surface du corps sans trouver nos regards. Ici, le fait qu'ils nous regardent dans les yeux indique qu'ils savent quelque chose. Il y a une intentionnalité cachée derrière nos yeux, comme s'il y avait quelque chose à voir, comme si nous avions vraiment une âme trahie dans ces miroirs. Je ne sais pas le dire. Le eye contact révèle ce que les animaux comprennent de ce que nous sommes. Il nous attribue une intériorité, nous qui peinons tant à leur rendre la politesse, car leurs gestes pourtant appellent. Il n'y a qu'une intériorité pour en rencontrer une autre, parmi les rochers, les forêts et les nuages. Adolphe Portman, biologiste des apparences, dit quelque chose sur cette primauté de la tête animale et humaine dans la rencontre. Il isole une corrélation entre le degré de complexification cérébrale et l'intensité de l'apparence. D'après lui, plus l'animal est cérébralisé, plus il s'engage dans l'apparaître. L'apparition de la tête chez certains animaux est de cet ordre. Organe visible, elle est indiquée comme pôle directeur par toute une série de parures, de contrastes, de symétries. Il ajoute, chez l'animal, le plus haut degré de l'existence individuelle, la possibilité de manifester des états intérieurs est au service de la rencontre. Rencontre hypnotique, car dans une autre dimension, celle de la nuit, qui n'est pas pour les humains, où les formes évanouissantes empêchent l'identification des êtres et la maîtrise de l'espace. Royaume des impressions, où le corps est piloté par l'ouïe et l'odorat, sens archaïques qui redeviennent dominants. Dans la nuit, la clarté des connaissances biologiques disparaît. L'anatomie ne peut se faire qu'en pleine lumière. Il faudrait un autre langage. On voit des impressions loups, des complexes d'espace-temps, des silhouettes inabouties, où l'imagination vient supplémenter les manques de la vision. Il est si naturel de voir des monstres, des garous. En toute rigueur, j'ai rencontré un lupoïde, plus qu'un canis lupus. Mais certitude que c'est un loup. Comment puis-je le savoir si nettement? Quelle déduction secrète a eu lieu derrière mes yeux, dans la grande vie bruissante de l'esprit, trop vive pour que je la voie? Il me faut plusieurs minutes pour reconstituer l'éclair du raisonnement en dépliant ses prémices. Depuis mon départ, j'entendais les chiens hurler, griser d'excitation autour du troupeau. Tous aboyaient et grondaient pour faire fuir le prédateur, se signifier leur position, se donner du courage. Mais lui qui court vers moi dans le pierrier est parfaitement muet. Des manières de rôdeur. J'entends les assiégés, mais je vois l'assiégeant silencieux tournant autour du troupeau. C'est pour cela que je sais instantanément et inconsciemment que ce n'est pas un chien. Et puis sa couleur, car tous les chiens de Philippe sont blanchâtres. Et puis cette queue droite et tombante à l'oblique pendant la course, qui permet de distinguer le loup des chiens, même archaïques, qui l'ont courbé. Et puis cette attitude furtive de chasseur qui cherche. Et puis ce silence examinateur, évaluateur. L'ancêtre du chien n'aboie pas. Dans la langue des signes amérindiennes, le signe pour qualifier le loup consiste en un V du majeur et de l'index avançant vers le ciel. Le même signe posté devant les yeux, index et majeur pointés vers le sol, veut dire traquer, chasser. Pourquoi ce sentiment de l'avoir vu d'homme à homme? C'est le sentiment étrange d'un face-à-face entre humains qui explique, je crois, que cette formule s'impose à mon esprit, et pas l'idée de confrontation idiote entre mâles. Pourquoi certains animaux sont-ils plus volontiers métissés à l'humain que d'autres? Parce que loup et humain sont des super prédateurs, tous deux dans cette catégorie écologique des consommateurs secondaires dans la communauté biotique. Parce que tous deux sont des mammifères sociaux, hiérarchiques,
capables de s'adapter à la plupart des milieux, du désert du Golan au cercle polaire, explorateurs infatigables, apprentis curieux de nouvelles pratiques de chasse ou de pêche. L'un ou l'autre, je ne sais pas. Le pasteur des steppes reconnaît l'intelligence stratégique du loup pendant sa chasse collective et lui compare ses propres tactiques de traque à l'égard des bouquetins et mouflons. Mode de vie familial, nourrissage collectif des petits, apprentissage de techniques de chasse, dispersion qui empêche l'inceste, les convergences de modes d'existence entre ces deux grands prédateurs sociaux sont isolées consciemment par le Kirghiz. Un pasteur nomade interrogé par l'ethno-ethnologue Nicolas Lescureux dit ainsi « Je parle du loup à mes enfants, c'est pour qu'ils soient attentifs. Sinon, c'est pour comparer avec l'homme. Par exemple, les parents des hommes donnent tout ce qu'ils ont à leurs enfants. Tout ce qui est là, tu le prépares pour les enfants. Les loups, c'est pareil. Quand ils mangent au champ, ils ne digèrent pas. Ils reviennent au terrier et ils vomissent. Oui, il est subtil, il est prédateur. Ça ressemble. » Mais aussi, j'en fais l'hypothèse après cette expérience des nuits au troupeau, parce que le témoin ressent dans la maraude du loup qui cherche à tromper les chiens pour isoler une brebis, cette puissante intentionnalité intelligente, évaluante, tactique, avec des moyens pour atteindre la fin, déterminée et obstinée. Sa technique de harcèlement est intrigante. Il semble avoir compris que les chiens ne peuvent pas s'éloigner du troupeau sous peine de laisser des brèches. Il va donc tourner autour du fort, comme les Indiens des plaines avec des tactiques de guérilla en cherchant des flancs moins bien protégés pour reculer à grande vitesse si les chiens arrivent. C'est la tactique martiale typique des archers nomades, les Huns d'Attila et les hordes du Khan. Il est dit dans le folklore mongol que ce peuple a appris des loups ces tactiques de guerre. Être très mobile, avancer sur l'ennemi, faire retraite dès que l'adversaire statique est trop puissant pour se décaler et attaquer, fulgurant, ailleurs. C'est un état de siège au cours duquel il utilise, avec une forme étrange d'intentionnalité et d'intelligence pourtant visible, des tactiques qu'il semble expérimenter sur le terrain. Des caméras infrarouges ont filmé une meute qui envoie un éclaireur pour attirer les patous loin du troupeau, le faire courir, relayé par un autre éclaireur pendant que le reste de la bande contourne le troupeau pour attaquer. En stratégie militaire, c'est un cas d'école de diversion qui pourrait être enseigné aux élèves officiers. D'homme à homme, c'est que la scène ressemble à une confrontation entre humains, car il faut compter sur la ruse, la détermination et la puissance de surprise de l'adversaire lupin. Le loup devient donc un sujet. Dans l'ontologie occidentale naturaliste, l'animal est traditionnellement l'objet passif, une matière animée pour le sujet spectateur qu'est l'humain. Peut-être d'abord parce que l'animal est massivement traduit en nourriture ou en instrument pour l'humain. Mais lorsqu'un être trompe notre vigilance ou nos prédictions, lorsqu'on le croise sur son trajet propre, il devient le sujet dont je suis l'objet. Inversion métaphysique locale. Dans la langue des signes amérindiennes, le signe pour qualifier le loup consiste en un V avançant vers le ciel. Le même signe, rigoureusement le même signe, veut dire humain dans la tradition poni. Il est si rare de voir un loup. Quelle singularité statistique que je tombe sur lui et le fasse fuir. Mais il faut dire qu'il ne s'attendait pas à croiser quelqu'un sur ce troupeau isolé, sans lumière, à 4 heures du matin, camouflé sous le vent, l'aine et les aisselles frottées de lavande pour masquer son bouquet d'odeurs. Demain, j'irai dormir dans la garrigue, sur le flanc d'en face, pour le surprendre, immobile, la torche prête à être dégainée. Note du lendemain, rien vu, rien entendu. Je me cale au creux des rochers, entre le troupeau et le bois où il a disparu, bien en vue, au milieu d'une garrigue à découvert. Je vais rester là jusqu'à l'aube. S'il a tué, ma présence l'empêchera de revenir chercher sa proie, sinon de revenir chasser. Une nuit ne m'a jamais autant appartenu. Fumé, couché dans la lavande, veillant sur le troupeau, le chapeau sur les yeux mi-clos, au-dessus du bêlement des bêtes vibrant dans la lumière d'une pleine lune rousse, et l'abois des chiens, cerbère des portes du troupeau,
ce château mobile, protéiforme comme un banc de poissons, château assiégé par le loup cherchant une brèche dans la défense, je le baptise tourne autour des forts, du nom d'un illustre chef indien, Athapascan. Je déplie la carte sous la lune. Tout autour, sur Kanwer, fleurissent les lieux dits Gratte-loup, Saint-Loup, le Croc du Loup, la Plaine du Loup, la Laouve, peut-être un dérivé d'Éhouvé, la Chenet. La typonymie dit l'omniprésence du loup dans le passé de ce paysage, et il revient précisément dans les lieux qui portent son nom. Ce que certains appelleraient donc chez lui. Le premier loup qu'on a pisté dans la neige, en janvier 2012, sous le lac de Trécolpas, était un mâle alpha massif. Son trot digitigrade calligraphiait d'effrayantes signatures. Penché sur ses empreintes, on relevait la tête vers les sous-bois avec un sentiment précis, celui d'être chez quelqu'un. Le retour du loup dans nos forêts nous départ de la certitude seigneuriale inquestionnée quels sont notre domaine exclusif. Bien avant l'aube, je jette ces lignes tordues aux pages lunaires d'un carnet. Rencontre qui convoque un autre souvenir de rencontre. Marche à la nuit tombante. À cette heure précise où l'on ne distingue plus la silhouette amie de l'ennemi, la balle du pied sur la mousse pour éviter les craquements et les impacts vibratiles, la forêt du Boréon est une forêt volante. Dans le gris tendre du soir, soudain, le sommet d'une pierre s'envole et devient mésange. Puis c'est une souche dont l'écorce monte en spirale en déployant des ailes de pinson. Des feuilles, des branches prennent leur envol avant que l'on saisisse que c'est un roitelet. Par éclats, par lambeaux, la forêt s'envole et se recompose. La bruine lève les odeurs comme un chien les passereaux, les odeurs d'humus montantes dans la pluie qui tombe. Rencontre de la terre, de l'eau, de l'air. Nous approchons, dans le cours d'un torrent, du territoire d'une meute. Chaussures enlevées, 1000 aiguilles de glace fondent dans la peau, et tout à coup, dans le champ chaos du torrent, un roulement qui n'est pas celui d'une boule d'eau entre deux pierres. Je tends l'oreille, j'ouvre la bouche pour entendre mieux, et à nouveau les sons se frayent un chemin jusqu'à mon oreille à travers les labyrinthes sonores du torrent avec ses voix multiples. Quelque chose alors dans le ventre me dit que ce n'est pas là une voix d'eau de plus, une voix du torrent qui tonitruit autour. Ce sont les hurlements polyphoniques d'une meute de loups. Il y a quelque chose d'une proie, un passé immémorial conservé quelque part en moi, quelque part vers le rhinencéphale, un passé de bête chassée. Et cette bête se paralyse dedans quand elle entend ce hurlement, ramené brusquement 40 000 ans en arrière, dans une forêt de fougères du Pléistocène, debout parmi les frondaisons, le nez levé, mulot au soleil sur une pierre qui passe un instant dans l'ombre aiguisée du faucon crécelle, truite qui s'envole dans l'air cristallin du torrent, volée au courant de la patte patiente de l'ours. Les pupilles se contractent, un frisson long comme une lame passe de vertèbre en vertèbre. En cherchant le mot précis, le mot exact pour dire ce qui se passe, le secret sur lequel l'esprit tombe et qu'il répète, la trouille, c'est la trouille. Ecce homo, une proie aussi. Je tends encore l'oreille. Les hurlements ont disparu. Ils se levaient parfaitement parmi les rosaces sonores du torrent. C'était un cri sans guerre dedans, juste un appel musical, mélancolique à l'oreille humaine. Je ne sais pas si je l'ai vraiment entendu. Je me retourne vers ma compagne. Elle est derrière moi, les pieds dans le torrent, bandée comme un arc, le regard intensifié, immobile. Elle fixe dans la même direction. Dans la langue des signes amérindiennes, le geste de se frapper la poitrine, main droite ouverte, paume vers le ciel, doigt tendu, porte une polysémie étrange. Maladroitement, on le traduit par « by itself », par soi-même, associé au signe « don ». Il signifie « don gratuit », qui n'attend pas de don en retour. Comment les loups peuvent-ils vivre ici ?
C'est là qu'enfant, je venais en balade dominicale. C'est une montagne pour touristes, un musée changeant où de durs sentiers relient des tableaux de paysages grandioses, une ferme à ciel ouvert avec de gentils animaux. Le loup n'était plus là depuis un demi-siècle. Il était exclu de la nature divertissement périurbain aménagé pour et par les 30 Glorieuses. Mais suivant le mantra d'Aldo Léopold, il ne faut jamais douter de l'invisible. Même après sa disparition de nos écosystèmes, le loup est visible dans la grâce des chevreuils, comme un écho d'un très lointain passé. La grâce des chevreuils est un cadeau des loups. En exerçant une pression de prédation, les loups sont les opérateurs de la sélection naturelle et produisent ainsi des chevreuils plus agiles, plus vifs, plus alertes, plus malins, plus puissants. Cette vitalité extrêmement aiguë, cette presque perfection sans modèle, tissée dans ses propres conditions écologiques, lorsqu'on la pressent dans le mouvement désinvolte du chevreuil rencontré par hasard, qui broute ou glisse de lisière en soleil, c'est précisément ce qu'on appelle sa grâce. C'est peut-être un invariant de la rencontre animale. Quand on croise un animal sauvage par hasard dans la forêt, une biche qui lève les yeux vers soi, on a l'impression d'un don très particulier, sans intention de donner, sans possibilité de se l'approprier. C'est ce qu'en phénoménologie, on appelle un don pur. Personne n'a voulu donner, personne n'a rien perdu en donnant, et le don ne vous appartient pas. Il pourra se donner à d'autres. On sent monter dedans une improbable gratitude, juste l'envie de rendre grâce pour cet imprévu aussi beau qui en cet instant existe et se donne aux yeux. C'est le même sentiment de don gratuit, inexplicable, qui a lieu lorsqu'on entend la meute tisser son chant collectif, les pieds dans le torrent. Il y a ce vers dans un poème dont j'ai oublié le nom et l'auteur. En vérité, tout est offert et imprenable parmi le ciel bleu, la terre verte. Je lève les yeux du carnet. Les cris des chiens s'intensifient à nouveau. Ils ont dû sentir quelque chose. Nous restons tous ensemble. Un seul grand animal, aux aguets. De longues minutes passent, peut-être 1 heure, une longue seconde. L'ennui n'existe pas. Nous disparaissons, notre ego ruisselant lentement, en cercle concentrique vers tout ce qui est perçu. Le troupeau, puis les lisières de la forêt, les crêtes et enfin le ciel entrent à l'intérieur. Et nous ne sommes plus que cette toile d'araignée des vivants qui palpite. Nous ne sommes plus que l'empan du regard. Il y a bien quelque chose en l'humain qui s'est volé. Les chiens se taisent à nouveau, et la tension du paysage troupeau retombe. Mon esprit revient à la rencontre. J'ai déjà observé quelques loups lors de séances de pistage en voiture, à l'abri. Ici, à pied, sur ce terrain dangereux, sans lumière, c'est une rencontre sentie, comme d'homme à homme, d'égal à égal, plus qu'avec d'autres animaux. Pourquoi cette impression de miroir? Revenir encore et encore à cette énigme. Suivant Konrad Lorenz, le fondateur de l'éthologie, l'apparition de la mobilité chez les vivants est corrélée à celle des intelligences. C'est parce que l'on peut bouger que se développe la pensée qui cherche où aller, comment y aller et pourquoi y aller. Des fins et des moyens, des intermédiaires pour atteindre la fin. La base de toute théorie de l'action délibérée. Or, le loup est un animal hypermobile, toujours mobile. C'est sa singularité éthologique. Il parcourt spontanément plus de 30 km par jour. Il arpente son territoire en quête de proie, curieux de tout, pour affirmer sa souveraineté aussi à l'égard des commensaux et des meutes rivales. Une chanson kirghize décrit en termes vernaculaires l'éthogramme du loup, son mode d'existence. L'endroit où il va s'arrêter, le loup y pense chaque jour. Et sur l'endroit où il s'arrête, le loup fait toujours la fête. En courant sans s'arrêter, le loup passe des plaines, des montagnes, et dès que le vent se lève, il prend l'odeur et s'enfuit. Et cette manière d'avoir l'air d'aller quelque part, suivant des critères secrets mais réels, lui confère une aura d'intelligence très singulière. Dans la langue des signes amérindienne, le geste qui veut dire par soi-même signifie aussi free,
ou solitary, libre ou seul. Le chevreuil ou le cerf a juste à baisser la tête pour trouver sa nourriture, ou chercher ici et là l'herbe qu'il désire paître. Le loup doit se déplacer beaucoup, sur plusieurs modes, maraude aléatoire, lecture de signaux olfactifs et auditifs orientant la recherche, approche furtive, attaque puis retraite. Pour la même quantité de biomasse ingérée, il doit déployer des trésors d'intelligence dans l'action. Si l'on suit cette fragile hypothèse, qui corrèle l'intelligence débrouillarde à la mobilité, et que le loup se caractérise par une hypermobilité quantitative et qualitative, alors déduisez vous-même. Dans le vivant, la tonalité affective fondamentale est clivée. Aux deux extrêmes du spectre, il faut vivre dans la peur ou vivre dans la faim. Avoir faim ou avoir peur est une ligne de partage entre différents types d'êtres au monde animaux qui correspond probablement à des places dans la chaîne trophique, la ronde alimentaire. Suivant la loi de Lindemann, seuls 10% de la biomasse passe d'un niveau de la pyramide trophique au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'un dixième de la biomasse végétale circule par le broutage jusqu'aux herbivores. Et encore un dixième seulement circule de la biomasse des herbivores jusqu'aux carnivores, par la prédation. Cela explique d'abord la mosaïque proportionnelle de nos paysages vivants. Il y a beaucoup plus de végétaux autotrophes que d'herbivores, et beaucoup plus d'herbivores que de carnivores. Contrairement aux herbivores, les prédateurs doivent capturer des vivants qui ne veulent pas mourir, et ils échouent souvent dans cette quête. On estime par exemple que les loups sont victorieux lors d'une chasse, une seule chasse sur 10 environ. Avoir faim, alors, est le lot des apex prédateurs. Ceux qui, une fois à l'âge adulte, se trouvent au sommet de la chaîne trophique et ne sont alors plus la proie de personne. Avoir peur, à l'inverse, est le lot des proies, ici les ongulés. La satiété et la peur, diffuses, omniprésentes, on les devine dans l'allure lente et erratique du broutage et dans cette mobilité extrême des oreilles du chevreuil, cette motricité nerveuse et réactive, cet aguet interminable qu'est sa vie. La faim et la royauté tranquille, on les devine dans la vie de festin et de famine du loup, de l'aigle, où tu souffres assez volontiers de la faim, mais où tu n'as pas peur puisque personne ne te menace. Une forme de désinvolture souveraine qui fonde l'autre grâce, celle des prédateurs dans leur manière de se mouvoir, silhouette dessinée au pinceau si subtil de l'évolution. Pourquoi d'homme à homme enfin? Il faut méditer sur sa propension à la disparition impossible. Ce loup que j'ai croisé pénètre dans un bosquet, dans lequel, suivant la force pure de la logique sur les choses claires et distinctes, il devrait être. Il n'y est pas. Philippe le berger nous raconte comment un chasseur le croise sur le col du Bel Homme. Le loup court sur la plaine. Au centre, un seul genévrier chétif, derrière lequel il disparaît. Le chasseur baisse les yeux un instant pour prendre son téléphone. Il s'approche à pas de loup, contourne le genévrier pour le surprendre, puisqu'il ne peut pas être ailleurs. Il n'y a personne. Doug Smith, l'expert des loups de Yellowstone, raconte dans sa biographie comment il surplombe un loup en avion avec son pilote. Là, il cligne de l'œil et impossiblement, bien entendu, le loup a disparu dans l'air, évanescent. Les anecdotes de ce type abondent. Le mien a fondu dans un bouquet de nuit. Il sait disparaître là où notre cerveau prédit nécessairement sa présence. C'est un aspect d'interaction écologique et éthologique qui est une belle énigme pour la pensée. Comment fait-il ? C'est assez rare chez les animaux. Il a un art prestidigitateur de la misdirection qu'il faudrait analyser. La misdirection, c'est cet art des magiciens qui consiste à vous montrer la main gauche alors que tout se passe dans la main droite. Notre œil, combiné à nos modules mentaux spontanés, déduit spontanément la position des choses en fonction de leur trajectoire, de leur vitesse, de leur volume. Si la balle est dans la main droite du magicien et qu'il la jette dans la main gauche, alors elle se retrouve dans la main gauche. C'est tellement instantané et automatique qu'on croit que c'est le réel même, l'évidence pure, les faits bruts. Mais c'est ici une perception construite par le cerveau, par traitement cognitif de l'information. C'est le secret de la prestidigitation, amener l'esprit du spectateur à faire des déductions invisibles pour lui-même,
comme si c'était le réel même, mais erroné quant à ce qui se passe. Lui faire croire qu'il a vu ce qu'il a construit. Et tromper ses déductions automatiques par la connaissance de ses biais cognitifs. Vous n'avez pas vu la balle passer dans la main gauche, vous l'avez déduit inconsciemment, mais votre œil croit l'avoir vue. Depuis ce modèle, comment le loup fait-il pour disparaître? Quelle zone d'ombre de la vision et du cerveau humain utilise-t-il pour tromper nos sens alliés à nos déductions spontanées? Quelle illusion d'optique et quel biais cognitif articulé? Et quel degré d'intention et de théorie de l'esprit possède-t-il vraiment? Je ne sais pas. Il ne faut certainement pas fantasmer ses compétences ou lui prêter trop d'intelligence, mais le point du problème est ailleurs. C'est ce qui a lieu sur le terrain, dans l'expérience intime, lorsqu'il disparaît sous vos yeux, qui reste l'énigme, l'instant dont l'intensité affective est la plus nette. Une nuit, j'étais en Wolf Patrol sur le plan de Camrware, c'est le nom qu'avec ma compagne on donne à ces patrouilles nocturnes qu'on a beaucoup pratiquées et qui consistent à rouler dans des endroits où l'on sait que les loups passent volontiers puisqu'on y a pisté leurs empreintes, des cols de route, des pistes forestières qui sont des Wolf Highway, des passages où ils ont leurs habitudes, leurs chemins familiers pour arpenter leur monde. Il y avait beaucoup d'activités militaires ce soir-là, des grands feux, des passages de tanks. J'étais prêt à renoncer lorsqu'à 10 mètres de moi, sur le bord de la route, juste après le village fantôme de Brevès, dans une prairie ponctuée d'un seul petit chêne, je vois le profil d'un grand canidé, la truffe collée au sol, en train de renifler un trou de mulot. Je freine brusquement, il lève la tête, il nous regarde avec juste un atome de curiosité, puis part en trottinant nonchalamment. C'est un loup, mais je n'en suis pas sûr. Je veux en avoir le cœur net. Suivant la même absurde pulsion que la nuit au troupeau, je le poursuis en courant. Il est 10 mètres devant moi dans la prairie. Il n'y a qu'un bosquet de 3 ou 4 arbres devant nous, des peupliers tremblent. Je l'entends faire du bruit dans ce bosquet. J'y arrive quelques secondes après lui. Je fouille le bousquet de la lampe, il n'y a personne. Je scrute la prairie, nue, tout autour de moi, dans l'axe de sa fuite, dans un demi-cercle d'une 50aine de mètres de rayon. Il n'y a personne. C'est positivement impossible. Je tourne 1 minute ou 2, sidéré. Pour qui a vécu cette scène, l'effet de magie est évident. Dans le réel, le triste, le répétitif, le mécanique réel, s'est ouvert une brèche qui a avalé le loup. Un monde des esprits où il s'est volatilisé. L'effet cognitif spontané est clair. Il ne peut être qu'un être de surnature pour se jouer ainsi des lois de la nature. Il doit y avoir un arrière-fond au monde, des dimensions cachées, des passages, des raccourcis invisibles, réenchantement étrange du monde. Cette magie cognitive du loup est associée au diable chez les chrétiens, aux esprits dans l'animisme. Elle est probablement un produit complexe d'une histoire adaptative chez un prédateur dont les compétences cryptiques, son art de se cacher et de disparaître, conditionnent la réussite de sa chasse et celle de sa fuite à l'égard des persécuteurs humains. Mais je crois que j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Après avoir perdu de vue dans le bosquet et tout autour, je retourne vers la voiture. J'y entre, abasourdi, racontant le mystère à ma compagne, qui me confirme qu'elle a bien vu le masque labial blanc du loup. Je redémarre, et au bout d'1 kilomètre, tout devient clair. Voici comment je me raconte cette histoire. Le loup qui trottait devant moi est allé faire du bruit dans le bosquet. Mais ensuite, il n'a pas continué sa route dans la grande prairie à découvert. Il est revenu sur ses pas. Il a contourné le bosquet et au lieu de partir à la course dans la prairie devant nous, comme je l'avais projeté, comme je l'avais déduit, comme l'évidence le commandait, il est revenu en arrière sur quelques pas dans mon dos. Et probablement il s'est couché dans l'herbe, non loin du passage par lequel je l'avais suivi. Il s'est couché juste derrière moi qui le cherchait devant. C'est pour ça que je ne l'ai pas entendu continuer de courir, alors que je pouvais l'entendre lorsqu'il trottait dans les hautes herbes auparavant. C'est pour cela que je ne l'ai pas trouvé dans la grande prairie où il aurait dû être en train de fuir, en toute logique humaine, au-delà du bosquet.
Et lorsque je suis revenu vers la voiture, j'ai dû le croiser de très près. Il est probablement resté immobile, tapi dans l'herbe, non loin de l'arbre à muleaux, sur le chemin que nous avions emprunté tous deux, à son point de départ. C'est à mon sens la seule explication crédible, tout le reste impliquant des diableries qui n'entrent pas dans ma cosmologie. Il m'a attiré jusqu'au bosquet, puis m'a contourné. Et il est retourné se tapir là où je ne le chercherai jamais. Bien sûr, nul ne saura jamais ce qu'il a pensé, projeté ou voulu. Bien sûr, cette prestidigitation lupine n'est pas de la magie au sens surnaturel, mais elle constitue bien de la magie au sens vécu, minimal, tout simple, du mot transcendance. Cela me dépasse. Transcendance de la ruse, de l'esprit. Tromper aussi purement un humain exige une magie cognitive. Car la magie n'est souvent que de la technique, mais cachée. Voilà encore un chemin par lequel il se métisse d'humain, de l'intelligence censée appartenir en propre à l'humain. Si le propre de l'homme est l'intelligence, alors le vivant capable de tromper notre intelligence doit bien être, suivant un syllogisme insensé, un peu plus humain que moi. D'homme à homme donc. La nuit s'achève, et je songe aux autres acteurs maintenant, les maîtres du jour cette fois qui vont revenir au troupeau. Comment comprendre ces conflits entre les propriétés humaines et les prédateurs sauvages? Entre le voyant marauder autour du troupeau, en le voyant marauder autour du troupeau, je pressens que la prédation du loup sur les brebis ne peut être intelligible suivant le modèle du droit romain, où tu ne possèdes effectivement que ce que tu as acquis légalement. Dans le langage des éleveurs, le loup vole les brebis, il les dérobe. Dans notre imaginaire, il est souvent imaginé comme un criminel furtif, un rusé cambrioleur, un fieffé coquin. Depuis notre droit romain de propriété, certes, il est bien un voleur, mais c'est un malentendu entre cultures. On a besoin de diplomates, entre hommes et loups, littéralement, de diplomates garous, pour décoder ces mœurs exotiques, car le voir chasser ici, comme chez lui, traquant les failles de la défense avec la pleine vigueur de ses puissances, allant souverain, vivant suivant ses propres normes de comportement, il est clair qu'il n'est pas en faute et qu'il n'est pas sans droit. Sa logique est analogue à d'autres pratiques du posséder et du prendre. Les moines chrétiens disaient déjà des Scandinaves, venus sur leur drakkar, qu'ils étaient des pillards, suivant le droit chrétien. Mais dans le droit viking formulé entre les lignes des Konungsskuggsda, on trouve quelque chose comme des règles pratiques pour les commerçants qui partent en mer, pour lesquels s'exprime un autre code, une autre norme qu'on pourrait formuler en ce commandement. Tu ne possèdes effectivement que ce que tu peux protéger. Tout le reste appartient effectivement à celui qui a la force et la ruse de le prendre. Il est de bon droit, légal, dans ses mœurs vikings, de prendre ce qui est mal protégé. Ce que tu ne sais protéger ne t'appartient pas. De telle sorte que le pillage n'est pas là un crime contre le droit, mais son expression tranquille. Voici l'étrange droit du loup, qu'il ne faut point adouber, pas plus qu'on ne doit l'ignorer. C'est le droit naturel spinoziste dans lequel mon droit va précisément jusqu'aux limites de ma puissance. Ce que je peux, j'y ai droit. Il s'applique aux étrangers à la meute, car en elle, des interdits et des règles de préséance symboliques régissent l'accès à la nourriture, collectivement chassée. Dans la langue des signes amérindiennes, le geste de se frapper la poitrine paume vers le ciel se traduit par « soi-même ». Le même signe, rigoureusement le même signe, veut dire quelque chose comme « sauvage ». Soi-même sauvage. À l'aube, les corbeaux n'indiquent aucune carcasse. Et nous ne trouvons aucune morsure sur les bêtes. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de découvrir l'œuvre de Baptiste Morisot, celle-ci, mais également ses autres livres. C'est une écriture formidable, c'est une pensée très vive, très fine et très stimulante. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.